On a un menu assez chargé aujourd'hui, puisque la création de corridors, c'est vraiment le cœur de la modélisation dans OpenRoads. Donc on va d'abord aborder les thèmes de création et du paramétrage des corridors, qu'est-ce que c'est que ces bestioles, et ensuite voir différents outils qui vont nous permettre de les modifier, soit pour prendre en compte des dévers, pour modéliser un carrefour, comment nettoyer l'intersection entre deux corridors, et nous parcourons aussi la notion de contrôle de points, qui est vraiment une notion fondamentale pour vous permettre donc de faire varier les différents points générés par un corridor. Et nous terminerons par le calcul de cubature, parce que si on fait des modèles, en général, c'est pour savoir combien ça coûte. Et c'est un thème d'importance. Et nous terminerons par les questions-réponses. Et donc, comme l'a rappelé Marion, ces sessions doivent être les plus interactives possibles. Donc bon, il se trouve que vous n'avez pas le moyen de prendre la parole, si ce n'est par le chat. Donc n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions à la fin de la session. On commence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corridor? Un corridor, donc, c'est le résultat de l'application du balayage d'un profil en travers type le long d'un axe en plan et d'un profil en long. Donc c'est vrai qu'il faut que je m'habitue, vous ne voyez pas ma souris, mais là je montrais donc de la partie gauche l'axe en plan et le profil en long, et dans la partie droite le corridor, le profil en travers, pardon, qui va être extrudé en gros, qui va être balayé le long de l'axe. Et graphiquement, ça va se manifester par l'affichage de petites poignées et de graphiques qui matérialisent l'étendue, l'emprise du projet, qui représente graphiquement le corridor lui-même. Et vous aurez aussi des traits pointillés bleus. Alors là, ils sont en rouge parce que je les ai mis en surveillance, mais qui vont représenter les zones d'application. Donc à l'intérieur d'un corridor, on va pouvoir appliquer linéairement le long de l'axe plusieurs profils en travers type, ou modifier les paramètres d'un même profil en travers type à l'intérieur de différentes zones d'application. Le résultat de l'application d'un profil en travers type dans un corridor conduit donc à la génération des composants 3D. Donc c'est pour ça que on se permet de dire à Bentley, avec raison, je pense, qu'OpenRoads est un modeleur BIM, c'est-à-dire que le résultat de la modélisation est ce sont des composants 3D. Alors je m'excuse parce que là, Laurent me dit qu'il ne voit rien. Alors comme c'est le PowerPoint, ça doit être dans la vue Media Player. Non, parce que moi, sur mon écran de contrôle, je vois dans diapositive, pardon. Donc, Laurent, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit problème de connexion. Donc, comme je n'ai pas d'autre retour, je vais continuer à avancer, et j'espère que ta connexion s'améliorera par la suite. Ok, merci de vos retours. Donc les résultats de la modélisation, ce sont directement des composants 3D avec attributs qui disposent donc de leurs propres informations que vous pouvez d'ailleurs personnaliser par le biais des item types, des types d'éléments. Donc ces objets sont générés dans le modèle 3D, et pour chaque définition d'objet, vous pouvez aussi demander à ce qu'il soit généré en plan. Donc j'ai affiché là l'arborescence d'OpenRoads, où on voit pour les bords chaussés, là qu'en particulier, donc créé en plan et mis sur vrai, de façon à permettre de pouvoir s'accrocher sur ces objets en plan et de les utiliser par la suite. Donc par défaut, dans la configuration française qui est livrée jusqu'avec la 10.07 d'OpenRoads, pour toutes les définitions d'objets générées par
par les corridors, c'est mis à faux, parce que jusqu'à présent, donc les découpages de corridors ne découpaient pas ces objets, et donc on avait une cohérence entre la vue en plan et le modèle 3D. Mais comme on se sert de moins en moins des découpes d'objets, et que c'est très pratique quand même d'avoir ces objets en plan, je vais remettre pour la version 10.8, en particulier pour les chaussées, les entrées en terre, le fait que ces objets soient disponibles depuis la vue en plan, et donc ce sera activé par défaut sur vrai. Sinon, vous pouvez tout à fait venir les changer dans le fichier actif une fois que le corridor a été généré. Tout est gouverné dans OpenRoads par des définitions d'objets, et les corridors ne dérogent pas à la règle. Et c'est pour ça qu'on livre différents niveaux de définition de corridors, final, avant-projet, etc., de façon à permettre, à partir d'un même objet, d'un même fichier, pouvoir densifier les profils en travers, ou en l'occurrence plutôt les dédensifier, puisque vous voyez que on a dans le groupe traitement et section critique, on a la possibilité de venir mettre un multiplicateur qui, sans changer le pas qui est effectivement appliqué dans la zone d'application, mais au niveau du corridor, si vous mettez un multiplicateur, et si, par exemple de 2, si le pas d'application des profils intervertibles est de 25 mètres, à ce moment-là, ils ne seront effectivement calculés que tous les 50 mètres. Donc si vous avez un très très long projet, ou si vous allez sur une machine un peu moins puissante, ou si vous êtes juste en avant-projet, on peut, grâce à ce genre de réglage de multiplicateur, venir densifier ou pas le pas des calculs exacts, le pas d'application des profils intervertibles le long de l'axe en plan et du profil en long. Et de la même façon, c'est assez explicite, hein, vous pouvez ajouter ou pas de la densification dans les rayons en plan comme en profil en long. Donc pas mal de petits réglages assez utiles. On pourra aussi, au niveau de cette définition d'objet, venir agir sur la manière dont les petites poignées là sont affichées. Et c'est là où vous pouvez donc choisir la couleur au travers des gabarits d'éléments, et afficher automatiquement ou pas le maillage du haut, donc le fini projet, ou le maillage du bas, donc ce qui correspond à la race terrassement, sachant que comment déterminer ce maillage, c'est en prenant en compte tous les composants dans le profil en travers qui ont l'attribut projet, l'attribut dimensionnement. Voilà, donc dans le haut, on a l'affichage des composants et des maillages supérieurs et inférieurs, et plus vers le bas, c'est vraiment, dans le bas, pardon, c'est vraiment l'apparence graphique des poignées qui permettent de matérialiser et de pouvoir agir graphiquement sur un corridor. Voilà les paramètres des repères, donc concernant l'affichage des corridors. Donc une fois qu'on a généré un corridor, on a plusieurs manières d'agir sur ce corridor, soit par des graphiques directement dans le modèle plan, hein. Je vous rappelle, la majorité des manipulations se font depuis le modèle plan, et là j'ai pris l'exemple d'un contrôle de points qui est manifesté donc graphiquement par cette espèce de petits Z et de lignes le long du corridor, et si vous cliquez dessus, vous aurez accès aux paramètres concernant cet objet-là. Vous pourrez bien sûr aussi utiliser l'explorateur de projet. Hein, c'est quand un projet devient assez complexe, quand vous avez une multitude de carrefours, de bretelles, s'en sortir graphiquement, c'est pas toujours évident. Et l'explorateur de projet, lui, vous permettra, sans coup férir, de venir désigner et accéder aux différents composants et paramètres de vos corridors. Et donc l'arborescence est indispensable la plupart du temps. Et enfin, vous avez la notion de, l'outil qui s'appelle objet corridor, donc qui apparaît sous la forme d'un petit seau bleu dans l'interface d'OpenRoads, et qui vous permet donc, à partir d'une seule interface,
d'accéder aux différents paramètres, aux différents composants d'un corridor, que ce soit le profil en travers type que vous avez appliqué, les axes secondaires, les PK clés, etc., etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez la possibilité directement depuis cette interface de venir agir sur le corridor, avec en particulier dans le petit rectangle rouge, là vous avez la notion de verrou, puisque donc chaque fois que vous ferez par défaut, chaque interaction que vous aurez dans cette interface va agir directement sur le modèle et le moteur d'OpenRoads va réactualiser le projet. Donc si vous êtes en train par exemple d'éditer tout un tas d'une dizaine de contrôles de points, ça va être un peu fastidieux de à chaque fois devoir attendre que la modification soit effectuée pour pouvoir passer au prochain. C'est pour ça que vous avez la possibilité de cliquer sur le verrou, donc de verrouiller temporairement le corridor. Ensuite, vous pourrez faire toutes vos modifications sans mise à jour du projet, donc très rapidement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos modifications, vous pourrez cliquer sur le verrou de façon à, cette fois, déclencher la mise à jour du corridor. Donc, lorsque vous avez des modifications au parallèle, c'est toujours intéressant de faire comme ça. On verrouille le corridor, on fait les modifs et on déverrouille. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes, un modèle interactif, mais que l'on peut verrouiller temporairement de façon à pouvoir le modifier plus rapidement. Alors, encore une dernière diapositive, je vous promets, sur l'aspect théorique manipulation, et ensuite on passera à des démonstrations en direct. Donc une fois qu'on a créé un corridor, je voulais présenter les principaux outils de modification de corridor, et donc en particulier la notion de zone d'application de profil type, qui vont représenter donc les sections d'abscisse sur lesquelles vous allez appliquer un profil type particulier. On verra aussi que vous pourrez bien sûr calculer et appliquer des verres. On va voir la présentation juste après là. Et c'est avec la commande assigner au corridor que vous pourrez faire le lien entre les dévers théoriques que vous aurez calculés et les voies du corridor. Et donc, en utilisant la commande assigner au corridor, OpenRoads créera pour vous les contrôles de points, puisqu'il ne s'agit que de ça, que de contrôles de points qui permettent donc d'appliquer les dévers. Vous avez la notion d'exception de conditions de fin qui vont vous permettre, sur une plage d'abscisse déterminée, de pouvoir, dans une même zone d'application de profil à travers type, donc sans avoir à la segmenter, donc de venir sur une plage d'abscisse déterminée, de venir faire varier une entrée élémentaire, rajouter un mur, changer une pente de talus, supprimer complètement des talus, de façon à répondre à un cas de figure différent. Donc c'est très pratique puisque, encore une fois, sans avoir à segmenter la zone d'application de profil en travers type, vous retournez dans l'éditeur de profil en travers type, et si vous avez besoin d'un mur de soutènement, vous pouvez aller le rechercher dans la bibliothèque de composants sur la gauche. Il y a aussi la possibilité de forcer le calcul exact, l'application du profil en travers type à un PK donné, puisque par défaut, donc, le profil en travers type va être appliqué au pas que vous avez paramétré dans la zone d'application, et y compris avec une densification dans les courbes, si tel est le cas dans la définition d'objet du corridor. Mais vous pouvez aussi forcer un point de calcul grâce à la commande de créer PK clé. Comme ça, vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, si vous avez besoin d'un profil en travers, il sera exact. C'est-à-dire que les entrées entières seront calculées exactement pile au droit de l'abscisse désignée par le PK clé. Un autre aspect très intéressant et vraiment unique d'OpenRoads Designer, c'est la possibilité de désigner un axe comme axe secondaire. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un contrôle de points. Donc, vous voyez que là, le corridor s'élargit le long de la ligne bleue. Donc, j'ai fait un contrôle de points et on voit que le bord chaussé, le marquage, la suit
cette ligne de contrôle. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que l'ensemble du profil en travers est toujours appliqué perpendiculairement à l'axe de référence du corridor. Ce qui fait que lorsqu'on arrive vers la fin du corridor, le trottoir, là, en fait, il est faux parce qu'il est appliqué perpendiculairement au corridor. Donc si je mesure la largeur du trottoir perpendiculairement au trottoir, ce qui est logiquement ce qu'on doit faire, le projet est faux parce que je n'ai pas la largeur souhaitée. Il va me suffire donc d'activer l'option axe secondaire quand je fais le contrôle de points, ou de désigner cet axe comme axe secondaire, pour que, à partir du moment où OpenRoads, en appliquant le profil en travers type, rencontre cet axe, que le profil en travers soit appliqué perpendiculairement à cet axe. Et on voit donc dans cette deuxième image que cette fois le projet est correct, que le trottoir va bien avoir la largeur nominale tout au long de la ligne de contrôle, puisqu'encore une fois, donc, la ligne de contrôle bleue a reçu l'option axe secondaire. Donc on voit bien la différence. On voit bien la différence entre ce modèle et celui-là. Donc la notion d'axe secondaire. Enfin, donc, les contrôles de points et les axes secondaires permettent de contrôler graphiquement un profil en travers type qu'on a appliqué linéairement le long de l'axe. Et on a la possibilité d'utiliser des contraintes paramétriques. Donc, il aura suffi dans la définition du profil en travers type de venir définir une étiquette. On rentre simplement un champ texte pour ensuite pouvoir manipuler la valeur correspondante par une plage d'abscisse par le biais donc des contraintes paramétriques. Donc pour tout ce qui est pente de talus, largeur, etc., ça sera plus pratique de modifier paramétriquement ces valeurs que de devoir créer un objet 3D qui le correspond. Et bien sûr, on verra une application donc, où j'ai créé les contraintes paramétriques en un mode interactif, sachant que vous avez aussi la possibilité d'importer, d'exporter des contrôles de points si vous avez un nombre important d'objets de contrôle à faire et que l'interface de création de contrôle de points par contrôle de points serait trop fastidieuse. Vous avez enfin la possibilité donc d'appliquer des élargissements de courbes avec des formules, formules d'élargissement de courbes qui vont automatiquement créer les contrôles de points adéquats de façon à avoir un modèle correct dans les courbes. Oui, monsieur Stéphane. Oui, en fait, le module de type Sublic Composer, je pense, c'est un peu l'ensemble du mécanisme que vous permettent donc l'application des profils en travers type et la notion de cellules civiles qu'on va voir aussi juste après cette diapositive. Et donc je termine par ce qui est un des points fondamentaux donc de la modification d'un corridor, c'est la notion de profil en travers type, sur lequel on reviendra en détail. Il y aura encore 2 autres diapositives de présentation des contrôles de points, où l'idée donc c'est de partir d'un point qui a été généré, extrudé par le profil en travers le long de l'axe, et qu'on vient ensuite torturer, modifier, pour répondre à des points de modélisation particulière. Donc on va voir un exemple maintenant dans le détail. Alors pour illustrer la création d'un corridor, j'ai fait le choix d'une organisation, je pense assez classique dans un projet réalisé avec OpenRoads, dans lequel donc on va travailler par référence. C'est-à-dire que là je suis dans le fichier dans lequel je vais générer le corridor, la géométrie est dans un fichier à part, les dévers vont être stockés dans un autre fichier, et j'aurai un autre fichier appelé contrôle dans lequel je stockerai des éléments qui vont me permettre de
donc de contrôler les corridors, comme par exemple d'ajouter des places de stationnement, de me connecter sur un seuil, donc voilà, de pouvoir contrôler les lignes par défaut du corridor, d'effectuer des raccords sur des carrefours, etc. Donc ça dans un fichier contrôle à part. Et enfin un fichier DVR qui pour l'instant est vide, dans lequel je stockerai les DVR. Donc pour la création du corridor, je vais simplement donc prendre la commande de création d'un nouveau corridor. Je vais répondre aux questions qui me sont posées, donc localiser la ligne de référence, clic droit pour accepter le profil actif, et automatiquement donc OpenRoads me propose comme nom de corridor le nom de l'axe, je vais le changer, voirie principale, et ensuite donc OpenRoads enchaîne la création du corridor, donc ça y est, le corridor est déjà créé, et maintenant il me propose de créer une zone d'application de profil en travers type à l'intérieur de ce corridor. Donc je vais valider le choix de ce profil en travers type. Et appuyer sur Alt sur le clavier pour verrouiller du début, Alt verrouiller jusqu'à la fin, valider le pas des profils, donc là par défaut ça va être 25 mètres, et 0 pour les longueurs de transition. Voilà, donc le résultat de l'application, c'est que dans la vue en plan, donc j'affiche automatiquement les graphiques du corridor, la zone d'application de profil en travers type, et dans le modèle 3D, j'aurai le résultat de l'application de la commande, c'est-à-dire un petit peu de nettoyage. Les composants générés à partir de l'application du profil en travers type. Maintenant, on va peut-être appliquer des dévers à cette route, et pour ça, donc, je vais venir, c'était celui-là, ouvrir le fichier de dévers. Donc à ce fichier de dévers, j'ai attaché en référence le même fichier géométrie. Et maintenant, je vais créer le dévers. Donc je vais d'abord créer une section de dévers qui va me permettre donc de stocker de manière homogène une référence à une loi pour une certaine section d'axe. Donc là, je vais simplement accepter la création du début à la fin. Et vous voyez que là, on me demande une distance minimale entre courbes. Ça, c'est éventuellement si, par exemple, j'avais une section dans laquelle je souhaitais avoir des dévers qui suivent des règles différentes. À ce moment-là, je pourrais avoir une section de dévers pour cette zone-là et une autre section de dévers pour cette zone-là, en fonction de différentes normes ou vitesses de référence. Là, comme je veux créer une section de dévers uniforme sur l'ensemble de l'axe, je spécifie une valeur très grande, de façon à ce que ces longs alignements droits ne conduisent pas à un découpage en différentes sections de dévers. Ensuite, après, donc là, la section de dévers a été créée, et maintenant, OpenRoads me propose de créer des voies de dévers. Mais en fait, je vais annuler cette commande et pour me faciliter la vie, je vais utiliser l'outil de création de voies de dévers par profil type de route. Puisque je sais quel est le profil type que j'ai appliqué, je vais aller le rechercher et venir rechercher donc ce fameux profil en travers type. Je vais peut-être afficher la zone de dévers qui a été créée. Et si je les affiche, donc automatiquement, à partir du profil en travers type, OpenRoads a créé les voies de dévers sur lesquelles je vais pouvoir appliquer les dévers. Alors comment ces voies ont été créées?
En venant rechercher les points de dévers pour lesquels l'option dévers a été choisie. Donc, si j'affiche les paramètres de ce point, je vois que est coché indicateur de dévers. Donc indicateur de dévers est coché pour l'axe et ces points nominaux sur lesquels donc j'appliquerai les dévers. Et automatiquement donc OpenRose va créer les voies de dévers, des voies théoriques donc sur lesquelles seront appliqués les dévers. Et une fois que ces dévers auront été calculés, en retour on viendra les appliquer à ces points par l'outil, donc appliquer dévers à corridor. Donc comme ça, on va prendre en charge le dévers de la chaussée. Et pour le dévers de l'accotement, vous voyez que là, on applique la règle des 4%. Hein. Si le dévers est supérieur à 4%, à ce moment-là, on a un basculement automatique du dévers. Et par contre, en dévers inférieur, là, la chaussée suit l'accotement suit le dévers de la route. Et ceci, comment on s'est appliqué? En appliquant donc la règle de basculement de dévers, donc de renversement pardon de dévers, dans lequel on va décrire une loi qui va lier donc la pente entre le point de départ et le point parent. Donc le point de référence c'est l'axe, point de référence. Le point parent, c'est le point de départ du calcul de la pente de l'accotement, donc c'est la fin de la chaussée. Et on va décrire par un tableau la correspondance entre le dévers principal et la pente qu'on souhaite appliquer, avec différentes stratégies pour fixer ce dévers d'accotement. Donc comment lire ce tableau? On va partir des valeurs les plus négative, donc de moins l'infini à 4%, à ce moment-là, la différence relative de pente de l'accotement vers la pente de la chaussée est de 0. C'est-à-dire qu'en fait, les dévers sont les mêmes. Ensuite, quand on est entre moins 4 et 4%, on a la même règle, la différence relative est de 0, c'est-à-dire que le dévers de l'accotement est lié au dévers de la chaussée. Et enfin, à partir du moment où on est supérieur à 4%, à ce moment-là, supérieur ou égal, à ce moment-là, le dévers de l'accotement est à pente fixe et moins 1,5% et donc penté vers l'extérieur de la chaussée. Voilà donc comment on peut introduire des règles de dévers directement dans le profil en travers type en ce qui concerne l'accotement. Voilà, donc on a créé la section de dévers, les voies de dévers à partir du profil en travers type et on a évoqué ce qu'il adviendra de l'accotement et maintenant on va calculer les dévers. Pour ça, donc, on va choisir un fichier de règles. Donc là, je suis avec le dataset français. Donc on utilise les règles mises à disposition, donc l'ARP par exemple. On localise la première section de dévers. Je n'en ai pas d'autre à lui donner. Et on donne la vitesse de conception, donc la vitesse de référence, donc 80 km/h pour la France. On valide la méthode de pivot. Et là, je choisis de ne pas ouvrir l'éditeur à la fin de la commande de création de dévers. Donc les dévers ont été créés. Si je sélectionne ces dévers, j'ai accès donc aux valeurs qui ont été calculées. Je peux bien évidemment aussi faire un rapport de dévers, toujours par rapport aux sections. Un rapport de dévers. Et donc on a le choix de plusieurs listings. Donc d'abord la chaussée gauche et ensuite la chaussée droite. Ce qu'on peut aussi faire maintenant, c'est ouvrir une vue de dévers.
dans lequel donc on aura pour la chaussée droite et la chaussée gauche les différents points de dévers, et ce sont des poignées sur lesquels on pourra agir pour modifier les points de dévers, que ce soit en abscisse ou en valeur. Donc voilà pour la création des dévers. Maintenant je vais revenir dans le fichier géométrie, dans le fichier du corridor, pour venir appliquer les dévers. Donc, je n'ai pas enregistré les spécifications, du coup j'ai gagné le droit de désafficher les éléments que je ne veux pas. Et maintenant on va créer un lien entre les dévers que l'on vient de calculer et le corridor. Pour ça, donc on va venir la commande d'affectation d'assignement de dévers au corridor. Donc, le dévers, le corridor. À ce moment-là, on a donc une correspondance à donner entre les voies théoriques et les points de pivot et les points déversés, sachant que comme j'ai utilisé la méthode automatique de création des voies à partir du profil en travers type, j'ai plus qu'à valider, faire OK pour que les dévers soient appliqués. Et là, vous venez d'entendre mon fils qui vient de rire parce qu'on est en confinement et donc voilà. Voilà, donc les dévers ont été appliqués. Pour vérifier cela, je vais ouvrir une vue de profil en travers. Le corridor. Donc je vois déjà avec ces codages couleurs que les points déversés donc ont bien été déversés. Et donc je réorganise mes vues pour venir donc afficher le profil en travers dans une zone déversée, ça sera plus sympathique. Et voilà, donc les dévers ont été appliqués, transférés sous forme de contrôle des points au corridor. Et pour vérifier cela, je peux utiliser l'outil objet de corridor. Et dans la partie contrôle de points, donc c'est la conséquence de la commande d'assignement des dévers au corridor. Les contrôles de points ont été créés automatiquement pour venir donc aller rechercher les dévers calculés dans les voies de dévers. Voilà donc un exemple de modélisation de la partie linéaire d'un projet d'infrastructure. Et maintenant, je vous propose de voir l'exemple du traitement d'un carrefour hanté pour parcourir d'autres mécanismes de modélisation offerts par OpenRoads. Alors, comme exemple de traitement des corridors, j'ai pris l'exemple d'un carrefour hanté. Et donc, une première chose, oui, au niveau des définir surface cible, là on voit que les talus s'ignorent, enfin les talus de la voirie secondaire ignorent les talus de la voie primaire, donc en dehors de la chaussée qu'on va régler par une cellule civile. Donc si vous souhaitez que les talus d'un corridor prennent en compte les talus ou la surface plus généralement d'un autre corridor, à ce moment-là on va pouvoir utiliser la notion de surface ciblée, où donc pour ce corridor, on voit qu'on a les différents modèles de terrain qui sont dans le fichier ou attachés en référence, et les autres corridors. Donc je lui ai demandé de cibler d'abord le corridor et ensuite donc le modèle de terrain existant. Et on voit à ce moment-là qu'au moins au niveau des talus, c'est plus correct.
puisque maintenant les talus de la voirie secondaire s'appuient sur les talus de la voirie primaire. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est dynamique, hein. Si j'ai une modification de l'un des deux corridors, le projet sera recalculé. Et d'autre part, comme les cubatures volumétriques sont calculées à partir des maillages des talus, les entrées en terre, enfin les cubes seront cohérents avec les entrées en terre. Mais là, on va utiliser une autre approche, on n'aura pas besoin de calculer ces intersections, puisqu'on va utiliser une cellule civile où on va donc tenir en compte de l'élargissement du carrefour et du coup avoir un calcul beaucoup plus logique et naturel des talus. C'est parti. Donc, cellule civile dans détail de modèle. Donc on prend carrefour simple, marquage ARP. Oui, d'ailleurs, pour la prochaine version 10.8, là je vais nettoyer et mettre à jour les différentes cellules civiles et les fournir avec un petit peu d'explication pour leur donner du contexte et vous permettre de plus facilement les appliquer. Donc on va désigner les éléments de référence. Donc je vais d'abord désigner la géométrie. Donc je désigne bien l'axe. Ensuite, donc le bord chaussé, enfin le marquage, le bord chaussé et la géométrie, l'axe de référence. Voilà, donc ensuite vous connaissez, il y aura une autre session sur les cellules civiles. C'est pas l'objet de ce présent séminaire. Mais maintenant, donc, après avoir placé la cellule civile, on va s'attacher à la paramétrer donc, pour avoir un projet propre et finalisé. Donc, première chose, on va déjà donc réduire le champ d'application de du corridor. Voilà, comme ça on a une délimitation claire entre la zone prise en charge par la cellule civile et la zone qui est prise en charge par la section courante. Et maintenant, donc on voit que dans la cellule civile, on a une transition entre une zone avec des trottoirs et une zone avec la berme. Et donc on va contrôler les largeurs de ces bermes pour avoir un nettoyage de talus un peu plus propre que ce qu'on a actuellement. Comme ça on verra les contrôles de points paramétriques, puisqu'on peut appliquer ces contrôles de points soit sur des corridors, soit sur des zones d'application de profil en travers type, hein, qui sont donc les objets qui ont été inclus, donc des modèles linéaires, qui permettent, qui sont des mini-corridors en fait, et qui permettent donc d'appliquer des profils en travers type à des géométries. Et donc je vais revenir dans la partie corridor et venir créer des contraintes paramétriques pour venir dire que, je vais commencer par là, que la largeur de la berme et de l'arrondi de talus, donc ces largeurs de berme et d'arrondi de talus vont être diminuer pour arriver à 0 à la jonction avec le talus plus simple sans trottoir. Donc je désigne la zone d'application, ce qui me permet de lister les différents paramètres. Et là je vais commencer par la largeur de la berme. Donc elle vaut 0,75 au début là, c'est très bien. Mais à la fin, je veux qu'elle ait la largeur de 0. Donc je valide pour l'abscisse de début. Et ensuite pour l'abscisse de fin. Donc l'abscisse de fin, c'est 31,52. Et je vois instantanément donc le projet être mis à jour. Je vais faire pareil pour l'arrondi de talus. Donc de 0.
cette fois c'est l'arrondi de talus. La valeur de départ c'était 0,75 et la valeur de fin 0. Voilà, donc là j'ai un talus qui devient un peu plus agréable à regarder. Et maintenant on va s'attacher à la pente de talus, puisque on a une pente de talus de 3 pour 2 et là de 2 pour 1. Donc on va appliquer une pente de talus variable continue pour commencer donc à 2 pour 1 et finir à 3 pour 2. Donc on reprend la même commande, c'est toujours le même corridor. Du début à 31,52 et la contrainte, donc cette fois c'est la pente de talus de remblai qui vaut au départ donc 50% et qui à la fin vaut 3 pour 2. Voilà, et là, donc un chouïa après, on a un talus correct et il restera ensuite à faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà comment en quelques clics, grâce à une cellule civile, à la segmentation de l'application du profil type sur la vraie secondaire, on peut avoir un carrefour à peu près correct. Alors quand je dis à peu près, c'est que pour l'instant, ce qui est le plus gênant, si je reviens en mode transparent, c'est que là je n'ai pas de découpe du corridor principal. Donc on va voir maintenant, donc là j'ai utilisé une modélisation par fichier en référence, donc là le corridor principal est dans un fichier en référence, et en fait on va s'appliquer à utiliser cet objet frontière pour venir nettoyer donc l'intersection entre la patte doigt et le talus principal, et le corridor principal. Donc on va revenir dans le fichier corridor. Donc on va nettoyer un peu la vue, parce que là il y a un peu trop de monde, donc on ne veut pas voir le TN. Et la 3D, on la verra plus tard. Voilà, donc alors on va voir la méthode la plus simple qui va consister à segmenter la zone d'application de profil en travers type du corridor principal et venir appliquer, enlever les talus dans cette zone-là. Et on verra ensuite que dans la version 10.8, donc dans la nouvelle version, dans la prochaine version de Point Roads, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser cet objet pour contrôler la disparition automatique des talus à partir du moment où on aura ajouté cet objet en tant que référence. Donc comment ça marche, ou comment ça va marcher dans cette nouvelle version? Si j'édite le profil en travers type appliqué au corridor principal, voilà, donc j'ai rajouté des points de contrôle qui vont décider de la génération ou pas de cette partie-là du projet. Et tout ça c'est fait par des règles d'affichage. Donc si j'interroge ce composant-là, je vois qu'il est contrôlé par une règle d'affichage qui s'appelle non-connexion D. Et cette règle d'affichage, donc, on voit là qu'elle correspond au fait que la distance entre connexion D et l'axe soit supérieure à 0. Ce qui va faire que si je contrôle ce point et si ce point s'élargit, s'écarte de l'axe, à ce moment-là, toute la partie donc en chevauchement avec le carrefour va automatiquement disparaître. Donc c'était déjà disponible dans la configuration métrique, dans le dataset métrique, et donc je suis en train de mettre à jour le dataset
francophones, pardon, pour qu'ils réagissent aux mêmes règles. Donc ce sera extrêmement simple à mettre en place, puisque le positionnement de ce point est lié à une contrainte d'objet horizontal sur frontière de corridor. Et donc dès que on aura ajouté comme référence de corridor cet objet de style frontière, automatiquement donc ce point va venir aller se caler sur le positionnement de ce point, donc à la verticale de la fin de chaussée, et automatiquement donc le projet sera correctement nettoyé. Donc ça c'est pour la prochaine version. Maintenant, ce qu'on va faire nous, ce qui n'est pas tellement beaucoup plus long, mais quand même, on a quelques clics en plus. On va copier la zone d'application et venir donc supprimer la zone correspondante à la main. Donc je vais m'accrocher sur la frontière. Du début à la fin. Je vais venir donc éditer cette zone d'application de profil en travers type pour supprimer les talus, les composants dont je ne veux plus. Et voilà, donc maintenant si j'accède à la vue 3D, et voilà, donc le projet est entièrement, est terminé. Voilà, si je veux plus avoir l'affichage des objets de contrôle, je vais enlever l'attribut construction. Et on a un carrefour donc qui, grâce au contrôle paramétrique, là, vous voyez bien qu'on voit bien le changement de largeur de la berme et de l'arrondi de talus. Et grâce à la segmentation de la zone d'application de travers type, a permis très facilement d'avoir un projet propre. Voilà pour un exemple d'application de contraintes et de segmentation d'une zone d'application de profil en travers type pour le traitement d'un carrefour. Et maintenant, je vous propose de voir un autre exemple d'application de contrôle de points, cette fois par style, par définition d'objet. Puisque donc les contrôles de points vont permettre de contrôler n'importe quel point du profil en travers type à partir d'objets graphiques. La méthode par défaut la plus simple va demander de sélectionner chacun des objets, et on va voir qu'on va pouvoir simplement demander au profil en travers de se connecter sur tout objet qui aura un certain style, une certaine définition d'objet. Alors, pour illustrer la création d'un corridor, excusez-moi, j'ai des petits soucis. Alors, un petit exemple d'élargissement. Alors, un petit exemple d'élargissement de courbe. Donc, j'ai pris cet exemple de courbe en lacet. Comme exemple de contrôle de points par définition d'objet, je vais prendre cet exemple où donc ce corridor, sur la fin là, on voudrait que le bord chaussé suive ces surlargeurs qui sont en place des parcs des places de stationnement. Donc on pourrait très bien faire un contrôle de points individuel sur chacune des entités graphiques, mais s'il faut le répéter à chaque fois qu'on en a, en urbain, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a la possibilité de faire un contrôle de points par définition d'objet.
C'est-à-dire que là, les objets ont une définition d'objet de type contrôle 2. Et donc on va on va demander à ce point de chaussée là de suivre toutes les surlargeurs de définition d'objet contrôle 2. Donc on va commencer là et finir un peu après. Place stationnement fin droite. Le point donc c'est la chaussée droite, mode horizontal. Et donc le type de contrôle c'est définition d'objet. Et on va prendre les définitions d'objet de type C, ligne contrôle 2. Et on va aller rechercher ces lignes jusqu'à 20 mètres de l'axe. On n'utilise pas comme axe secondaire. Pour simplifier le calcul pour cet exemple. Et voilà, et il se passe rien. Et rien, pourquoi? Parce que il y a une condition nécessaire et suffisante pour que ces objets soient actifs lors du contrôle du corridor, c'est qu'ils soient ajoutés comme référence de corridor. C'est pour éviter que dans des situations un peu plus complexes en multi-axe, les points des corridors viennent être contrôlés par des éléments indésirables. C'est pour ça que on va pouvoir ajouter ces objets en tant que référence de corridor. Et là donc j'aurais pu faire une sélection multiple avant de lancer la commande. Mais là il n'y en a pas non plus énormément. Et voilà donc les points ont été ajoutés en tant que contrôle et ceci donc va permettre d'ajouter des contrôles de points dans ce qu'on a des éléments multiples à ajouter. Alors un petit exemple d'élargissement de courbe. Donc j'ai pris cet exemple de courbe de route en lacet et donc on va aller dans les champs de modification des corridors pour créer un élargissement de courbe. On va désigner le corridor, ce qui va te permettre ensuite de renseigner les différents champs. Donc on verrouille du début, on verrouille à la fin. Je l'appelle lacet gauche, on va l'affecter à la chaussée gauche, donc c'est le bord où est appliqué le marquage. Et j'ai été chercher donc des tables de paramètres livrées par défaut avec OpenRoads en version française. Enfin, dans le country kit plutôt, dans les datasets. Et j'ai validé les différentes options. Donc on voit l'élargissement mis en place, qui s'est traduit donc par des contrôles de points. Donc je vais faire la même chose pour la partie droite. Et donc, les contrôles de points sont accessibles par ces graphiques qu'on peut sélectionner et interroger de manière à accéder à leurs propriétés. Donc là, on a les différents paramètres de contrôle de points qui sont résumés. Donc il y a des champs qui sont grisés, je ne peux pas les modifier. Pourquoi? Parce que ces contrôles de points sont en fait contrôlés par les paramètres d'élargissement. Et pour accéder à ces paramètres d'élargissement, je vais cliquer sur le petit saut bleu. Et donc c'est une table d'édition très pratique pour accéder à tous les paramètres de modélisation qu'on aurait pu faire sur un corridor. Et en particulier si je vais sur élargissement de courbe, là j'ai accès aux élargissements de courbe que je viens de créer. Et je peux les modifier et voir qu'ils sont donc transmis aussi en tant que contrôle de points. Voilà, et excusez-moi, j'avais gardé mon micro en mute
Vous m'avez pas entendu faire la transition entre les deux présentations. C'est dommage, j'avais fait une super blague sur le fait qu'il n'y aurait pas de Tour de France, mais que je vous emmenais quand même faire des petits lacets. Enfin bon, là j'espère que oui, mon micro n'est plus en mute, donc vous devriez m'entendre. Donc c'était un autre exemple de création automatisée de contrôle de points. Et pour résumer un peu ce qu'on a vu sur les contrôles de points, donc Play, je voulais rappeler quelles étaient les différentes options qu'on avait à notre disposition pour contrôler les points, donc initialement générés par l'application du profil en travers type. Donc, en ce qui concerne les contrôles de points, on a l'option géométrie linéaire, où on va devoir désigner un élément spécifique, qu'il soit plan ou 3D, et de façon à contrôler, donc encore une fois, un des points du corridor, soit horizontalement, soit verticalement, soit les deux. Donc l'option géométrie linéaire demande de spécifiquement désigner un objet. Ce qu'on a vu dans l'exemple sur les places de stationnement, c'est que si on avait un nombre important d'entités à venir intégrer dans le modèle, à ce moment-là, il sera plus avantageux d'utiliser la notion de contrôle par définition d'objet, donc la deuxième option, où à partir du moment où les entités, les lignes ont la bonne définition d'objet et sont désignés comme étant référence du corridor, à ce moment-là, ils seront utilisés et donc encore une fois, ils pourront contrôler les points du profil en travers type. Et il y a une troisième stratégie qui va de manière similaire permettre donc en ajoutant des lignes 2D ou 3D en référence au corridor, on pourra contrôler des points du profil en travers type. Mais là, il y a une option spéciale, si on veut contrôler un corridor par un autre point de corridor. Par exemple, pour assurer des jonctions dans des bretelles, des zones d'échangeurs, etc., etc. Donc la définition d'objet, on va pouvoir ajouter en référence au corridor des objets 2D, 3D qu'on aura mis en référence depuis un autre fichier, même AutoCAD. Et alors qu'avec objet de corridor, on va récupérer directement dans l'interface des points d'un autre corridor. Et enfin, donc, il y a une dernière option depuis profil type qui va vous permettre donc de venir rajouter en tant que point de contrôle une ligne qui aura une certaine définition d'objet, mais cette fois avec la particularité que la définition d'objet aura été spécifiée dans le profil en travers type lui-même. Donc j'ai un peu évoqué le cas de figure lors de la création du corridor pour automatiser le nettoyage de l'intersection entre la voirie principale et la patte doigt ou la bretelle en élargissement. Donc ça peut aussi s'appliquer comme dans cette image, où pour un profil en rechargement, il y a un point qui s'appelle rive existante gauche, rive ext-g, et vous voyez que dans le bas de la boîte de dialogue est cochée l'option contrainte d'objet horizontal. Et on spécifie ensuite une définition d'objet, un style d'objet, chaussée existante gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où une ligne aura cette définition d'objet et sera mise en référence au corridor, automatiquement, le point viendra se mettre au déport considéré, et donc l'objet qui aura cette définition d'objet viendra contrôler automatiquement le bord de rive. Donc c'est extrêmement puissant dans ce cadre d'utilisation pour venir intégrer un bord chaussé existant, mais aussi, comme on va le voir, donc pour venir contrôler le nettoyage d'interaction, disons, entre corridors. Donc on définit un objet cible dans le profil en travers type, et il va suffire donc d'ajouter l'objet de contrôle comme référence de corridor. Donc voilà un petit exemple
Alors pour illustrer cette fonctionnalité de nettoyage automatique des carrefours grâce aux contraintes d'objets horizontales depuis le profil en travers type, je suis passé dans la version 10.8 d'OpenRoads et je suis dans le fichier de contrôle qui va me permettre donc de contrôler les autres corridors. Je ne peux pas utiliser directement cette ligne puisque pour créer cette ligne donc de la cellule civile, je me suis basé sur les bords chaussés du corridor. Il y aura un autre moyen de faire, de travailler uniquement par des ports, mais là j'ai choisi de pouvoir récupérer la géométrie des bords chaussés, et du coup cet objet dépend du corridor, donc du corridor principal, donc je ne peux pas le réinjecter directement dans le corridor principal. Donc ce que je vais faire, c'est je vais simplement le dupliquer. Donc, je vais récupérer sa symbologie. Et donc je vais le dupliquer sur lui-même, donc avec un déport de 0, en enlevant la roue, le lien. Voilà, donc j'ai créé une copie de cet objet dans le fichier contrôle, qui n'est plus lié donc à la cellule civile, qui n'est plus lié au corridor principal. Et maintenant, je vais pouvoir donc contrôler le corridor principal avec cet objet. Voilà, donc là, je suis dans le fichier du corridor principal. J'affiche la ligne depuis le fichier de contrôle. Et maintenant, si je vais dans le menu des corridors, je vais ajouter cet objet comme référence au corridor. Voici le corridor, la ligne de référence. Et donc cette ligne de référence est ajoutée. Et du coup, le profil en travers type va être ajusté pour activer la règle d'affichage et venir enlever toute la partie du corridor dont je ne veux pas au-delà de la frontière. Et voilà. Donc vous voyez que c'est une méthode un peu plus rapide que de segmenter la zone d'application du profil type, et donc pourra être mise en œuvre dans la version 10.8 de OpenRoads. Voilà donc un des derniers exemples que je voulais vous proposer concernant la modification de la modélisation après avoir appliqué le profil en travers type continu. Donc on voyait qu'avec ce genre de mécanisme, on va pouvoir vraiment de manière très efficace modéliser tout type de carrefour, puisque on a vu l'exemple d'une cellule civile en carrefour en T, mais vous savez que vous pouvez créer vos propres cellules civiles, il n'y a pas de limite. Donc c'est tout l'intérêt, plutôt que d'avoir fait un assistant rond-point, un assistant tourne à gauche, un assistant ceci, qui correspondent jamais dans le détail à vos besoins exacts, on vous fournit les mécanismes pour automatiser la création de tout type d'interaction entre corridors, et avec ces systèmes de ciblage, de définition d'objets, de venir faciliter grandement le nettoyage de leur interaction. Je voulais maintenant passer sur un autre thème qui est d'importance, je pense, et qui vous intéresse fortement, c'est les calculs de cubature. Hein, puisque en général, c'est un point fondamental dans un projet routier. Donc, nativement, les calculs de cubature se font par rapport par corridor, où depuis donc le menu des corridors, on peut avoir un rapport sommaire des quantitatifs du corridor lui-même. Et on peut renseigner des coûts unitaires pour avoir une estimation rapide du coût du projet. Quand je dis une estimation, parce que vous avez une petite astérix qui vous prévient, qui vous indique que donc si vous avez fait une découpe de corridor, là on n'a pas, j'ai pas illustré ça par une manipulation, mais on a vu ça dans les types de modifications qu'on pouvait faire à un corridor. On peut couper un corridor par rapport à un autre, par rapport à n'importe quelle forme plane que vous aurez dessinée dans le modèle 2D. Mais même si les graphiques, eux, seront coupés,
Ce rapport sommaire de rapport de composants de corridor, lui, ne tiendra pas en compte des coupes. Donc c'est à réserver au niveau avant projet. C'est vraiment pour avoir une estimation rapide des quantitatifs. Vous cliquez sur le bouton, vous avez le coût, le total estimé, vous faites une variante de profil, vous recliquez sur le bouton, paf, vous avez la comparaison immédiate des différents coûts et vous pouvez savoir si la variante que vous envisagiez était intéressante ou pas. Et il y a un deuxième mode de calcul beaucoup plus précis et je pense beaucoup plus intéressant quand on est en phase projet et DCE et en phase d'exé, en particulier pour les entreprises. Hein. Donc OpenRoads ne s'adresse pas seulement qu'aux bureaux d'études, mais aussi aux entreprises de construction, avec un mécanisme qui va nous permettre de générer les déblais-remblais en tant que maillage, en tant qu'objet volumétrique. Hein, donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois, OpenRoads est un modeleur BIM, puisque que ce soit pour les composants chaussés ou les déblais-remblais, les décapages, les purges, le rocher, etc., on va pouvoir caractériser ces différents composants, que ceux-ci aient été générés depuis les corridors ou simplement en affectant une définition d'objet à n'importe quel maillage volumétrique. Et donc vous voyez donc l'arborescence d'OpenRoads dans l'image de droite, et là c'est un composant PTBBL, mais tous les composants de maillage, on leur associe une option de cubature. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'options, il y a dimensionnement, existant, aucun, sous-couche, substrat, coupé, rempli, inapproprié, personnalisé. Donc mis à part qu'il faut traduire coupé par déblai et rempli par remblai, ces différentes options vont permettre donc d'automatiser le calcul volumétrique des cubatures. Et en particulier, donc, tous les composants de type projet ont l'option de cubature dimensionnement. Ce qui va faire que OpenRoads va calculer correctement les cubatures déblais-remblais grâce à un outil qui va nous permettre de modéliser, de générer les maillages déblais-remblais, et cette fois-ci pas simplement lié à un corridor ou à un axe, comme on pouvait le faire avec les logiciels de génération précédente, mais simplement avec en prenant en compte tous les maillages auxquels on a affecté cette définition d'objet-là. Hein, donc, même par exemple, si vous récupérez un bout de projet qui a été fait dans Civil 3D, par exemple, vous pouvez le mettre en référence, affecter une définition d'objet correspondante de type projet aux couches chaussées et recalculer les cubatures avec OpenRoads. Il n'y a vraiment aucune limite. Ou si vous récupérez un mur de soutènement depuis n'importe quel autre logiciel ou format 3D, encore une fois, en affectant les définitions d'objets adéquates, on pourra intégrer ces objets aux cubatures. Et c'est grâce aussi à ces mécanismes-là qu'on va pouvoir faire des volumes différenciés par couche. Et pour pas rendre le webinaire trop long, je n'ai pas inclus ça, mais je vais faire des petits posts sur le forum Bentley où je détaillerai donc ces notions de qualification des volumes par attribut, pour le permettre des calculs de purge de décapage ou de faire des calculs de hauteur de remblai en hauteur par rapport au fil rouge, à une zone fixe, au terrain naturel, hein, de manière à pouvoir quantifier, par exemple, tout ce qui est remblai de 0 à 1 mètre, c'était le prix, de 1 mètre à 2 mètres, c'était le prix. Tous ces calculs-là peuvent être automatisés grâce aux notions de calcul de volume par attribut, avec en particulier la notion de matériaux inappropriés et personnalisés. Et ensuite, donc une fois qu'on aura généré ces maillages, on va pouvoir générer des cubatures sous forme de listing ou exporter le fichier en IFC de façon à avoir donc des composants BIM, des objets 3D, des maillages 3D avec attributs des composants du projet.
puis les corridors, ou simplement en affectant ces définitions d'objets à n'importe quel maillage volumétrique, on va leur associer des options de calcul de cubature. Donc là, dimensionnement, c'est projet, mais j'ai préparé aussi, par exemple, des volumes de rochers qui ont l'option substrat, des volumes de matériaux impropres, donc inappropriés, et ils seront automatiquement caractérisés lors du calcul des cubatures. Et concernant ces matériaux impropres, on pourra même donc définir des coefficients de foisonnement, mais surtout diviser ces volumes de maillage entre ceux qui sont donc remplacés ou juste supprimés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intersection avec le projet. Les remplacés, il y aura intersection avec le projet. Donc ce qui va nous permettre de faire des calculs de terre végétale, de décapage de terre végétale extrêmement simplement. De différenciation de volume de rochers, mais ça sort un peu du cadre de cette présentation. Je vais créer des vidéos spécifiques que je mettrai en ligne sur le site des communautés OpenRoads. Et là, on va voir que ce mécanisme va nous permettre d'une part de générer des volumes de déblais et de remblais. Donc là, je suis dans un fichier calcul de cubature. J'ai mis en référence les corridors que je souhaite prendre en compte dans le calcul, donc la voirie principale et la voirie secondaire, dans lequel donc il y a des composants qui dépendent de la cellule civile et des modules linéaires, de ce corridor et de ce corridor. Et simplement parce que les ont été mis en référence, je vais pouvoir calculer, générer les je vais pouvoir générer donc les volumes de déblais et de remblais. Là, j'utilise pas les options spécifiques de calcul de terre végétale, etc. Et OpenRoads va générer les maillages exacts qui correspondent aux déblais et aux remblais, et éventuellement aux matériaux spécifiques qu'il y a entre le terrain naturel et le projet au sens large. Et c'est vraiment extrêmement performant et très très précis, puisqu'on ne fait plus des calculs au profil en travers, mais on a vraiment une connaissance, une mesure des composants volumétriques du projet. Donc voilà, les volumes ont été générés, et vous pouvez voir que ce sont des maillages extrêmement détaillés. Donc on sépare le déblai du remblai. Oups, pardon. Et si j'affiche en référence les volumes, vous voyez bien que les volumes de déblais et de remblais sont vraiment extrêmement précis. Pour en avoir les listings, je vais utiliser donc cet outil de rapport des quantités par limite nommée. Donc les limites nommées, ce sont ces outils qui vous permettent de réaliser des mises en page, mais qui permettraient aussi de limiter l'emprise géographique des listings obtenus. Là, en l'occurrence, je demande les cubatures sur l'ensemble du projet, donc je ne donne pas de limite nommée. Et voilà le résultat des cubatures, avec donc les volumes de déblais et de remblais qui ont été générés donc en tant qu'objet 3D avec attribut. C'est pour ça que j'ai mentionné la notion de BIM. Avec, si j'interroge cet objet, de la même façon que pour l'ensemble des autres composants, sur l'onglet géométrie, j'aurai le volume et la surface. Et dans la version 10.8 d'OpenRoads, il y a la surface plane et la surface développée. Parce que là, c'est la surface de l'intégralité du maillage qui n'a peu d'intérêt. Mais le volume, lui, a beaucoup d'intérêt. Voilà, c'était le dernier exemple d'application des corridors que je me proposais de vous montrer dans le cadre de ce webinaire. J'essaye à chaque fois de faire un contenu qui soit adapté aux débutants comme aux gens un peu plus avancés. J'espère que ça a été le cas et que vous n'avez trouvé le contenu ni trop difficile ni ennuyeux pour les gens qui sont plus avancés. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.